À tous, elle aura été la plus meurtrière des épidémies vécues depuis 40 ans après avoir fait plus de 11 000 morts. La fin de la maladie à virus Ebola est déclarée en Afrique de l'Ouest. L'annonce est de l'Organisation mondiale de la santé. Le Libéria est pour l'instant en phase de surveillance renforcée de 90 jours. Et plus que déterminé à en découdre définitivement avec les forces négatives à Béni, ce en dépit de quelques obstacles, 4 vaillants soldats des forces armées de la République démocratique du Congo ont succombé dans ce territoire après des fortes blessures reçues lors des affrontements avec les ADF Nalu dans le village de Tungulu. Enfin, implication des acteurs politiques dans l'organisation des élections apaisées, crédibles et transparentes. La CENI procède à des sensibilisations sur le terrain en vue de l'appropriation du processus électoral en cours. Jean-Pierre Kalamba a échangé avec les politiques de Goma. Et dans ce journal, nous aurons comme invité le directeur général adjoint de la Direction générale de recettes de Kinshasa qui va nous parler de cette institution. Madame, Messieurs, encore une fois, bienvenue à tous. Je vous le disais tout à l'heure, une page vient d'être tournée en Afrique de l'Ouest au sujet de la maladie à virus Ebola. Le Libéria, dernier pays sûr, les 10 à avoir été frappé par cette maladie, vient de se débarrasser de ce virus après avoir atteint ce jeudi 14 janvier son 42e jour, soit 2 fois la durée d'incubation maximum de 21 jours pour la maladie, a annoncé l'Organisation mondiale de la santé. Les 3 prochains mois seront les plus critiques pour le Libéria car elle passe à l'étape de haute surveillance. C'est en 2013. Je vous rappelle que l'épidémie a débuté en Afrique de l'Ouest et a à peu près pris des allures très inquiétantes avec un bilan très lourd de plus de 10 000 morts, dont 99% au Libéria, en Sierra Leone et en Guinée. Organisation des prochaines élections en République démocratique du Congo, le rapporteur général de la Commission électorale nationale indépendante, Jean-Pierre Kalamba, a sensibilisé ce jeudi à Goma, dans le Nord Kivu, des acteurs politiques en dépit des multiples défis que rencontre l'organe d'appui à la démocratie, notamment celles liées au financement. La machine électorale doit absolument tourner. Voilà que justifie l'appel à l'implication de tous les acteurs concernés. Jean-Pierre Kalamba, rapporteur général de la CENI, était ce jeudi à Goma face aux candidats députés provinciaux ainsi que les membres de l'Assemblée provinciale. Au menu de cette rencontre, l'organisation des prochaines élections en RDC. Nous venons d'échanger avec les représentants qui étaient disponibles pour leur apporter le message que le processus électoral de la RDC, conformément au calendrier publié le 12 février 2016, connaît des petits problèmes si les Congolais peuvent s'entendre pour élever ces obstacles afin de permettre à la CENI de continuer l'exécution de ces programmes électoraux. Face aux difficultés dues au financement de ces élections, le speaker de l'Assemblée provinciale du Nord Kivu propose le dialogue entre acteurs politiques. Nous avons proposé que le dialogue se poursuive parce qu'il faut éviter qu'il n'y ait des distensions qui peuvent nous tourner en dérision, en provoquant la guerre ou carrément qu'il y ait le fusion de choses. Pour certains candidats députés provinciaux, il faut l'intervention et la volonté du gouvernement central pour que les élections se tiennent dans le délai. Il y a des obstacles qu'il a épinglés, mais nous, ce que nous pouvons lui recommander, c'est de respecter seulement la Constitution et que le gouvernement en place ait la volonté d'organiser et d'accompagner la CENI. Parce que la CENI a épinglé certaines difficultés qu'elle a rencontrées au sein du processus électoral. On reste dans le Nord Kivu. 4 vaillants soldats sont tombés lors des affrontements avec les ADF Nalu, n'ayant pas supporté les graves blessures. Ces éléments de l'armée loyale ont succombé ce jeudi. En dépit de cette triste nouvelle, les éléments des forces loyalistes sont plus que déterminés à en découdre avec les forces négatives qui sèment la terreur dans le Nord Kivu et plus précisément dans le territoire de Béni.
Le porte-parole des forces armées de la République démocratique du Congo dans le secteur opérationnel Grand Nord qui livre la nouvelle affirme que la mort de ces 4 éléments réguliers intervient à moins de 24 heures après les affrontements de Tungudu mercredi 13 janvier après-midi. Lieutenant Makazoukai. Nous avions enregistré 6 blessés graves. Malheureusement, ce matin, 4 des blessés ont succombé de leurs blessures. Donc déjà, on a 4 morts. Du côté ennemi, nous avons déjà trouvé 2 cadavres, mais la fouille du terrain se poursuit. La configuration du terrain de combat et la mobilité de l'ennemi compliquent des fois l'équation au sein de FARDC, dit-il. C'est difficile à faire comprendre aux gens qu'on ne lance pas une offensive sur 2 personnes. C'est très difficile de comprendre la guerre contre le terrorisme. Il y a des nations plus puissantes que nous jusqu'aujourd'hui qui se battent contre les terroristes. Parlant des détonations qui ont été entendues jusque dans Béniville ce jeudi matin, cet officier parle d'un exercice d'armes de la part des forces de la mission des Nations Unies au Congo, aussi engagées dans la bataille contre le ZADF, même si, jusqu'aujourd'hui, les relations posent encore officiellement problème pour des opérations conjointes. Il s'agissait d'une séance d'exercice de tir qui a été effectuée tôt ce matin par nos frères d'armes de la MONUSCO. Le lieutenant Makazoukai a aussi ajouté que plus de 5 villages, jadis sous contrôle des Maï Maï, au sud du territoire des Lubero, sont désormais entre les mains des FARDC. Et dans une poignée de secondes, nous recevons sur ce plateau Adélar Matombe, il est directeur général adjoint de la Direction générale de recettes de Kinshasa. Monsieur Adélar Matombe, bienvenue sur ce plateau. Merci. Alors, je le disais tout à l'heure, vous êtes directeur général adjoint de la DGRK. L'impôt sur le revenu locatif, l'expression est peut-être en vogue pendant cette période, mais la compréhension ne suit pas. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce l'occasion aussi pour vous de nous dire c'est quoi l'impôt sur les revenus locatifs? Merci beaucoup. En fait, je préfère commencer par l'impôt foncier et après, je vais aborder l'impôt sur le revenu locatif. Donc, tous les propriétaires de bâtiments et terrains sont tenus de payer l'impôt foncier. Vous savez, d'après la loi congolaise, les sols et le sous-sol appartiennent à l'État. Et donc, ceux qui disposent de ce sol ont donc de droit à payer à l'État. C'est donc le sens de l'impôt foncier. Alors, l'impôt sur le revenu locatif est dû par tous les bailleurs, ceux qui ont mis en location leurs bâtiments. Ils touchent des revenus locatifs. Ces revenus sont donc passibles de l'impôt sur le revenu locatif, qui actuellement est une compétence exclusive des provinces. Et en l'occurrence, chez nous pour la ville-province de Kinshasa. Et comment on obtient ces calculs ou qui sont concernés par ces impôts? Alors, l'impôt foncier, normalement, est calculé par superficie. On voit autant de mètres carrés, d'après la loi, c'est comme ça, autant de mètres carrés, et on applique les taux par mètre carré. Mais Son Excellence, Monsieur le gouverneur de la ville, a pris des arrêtés allégeant les taux pour les personnes physiques. Et donc, je donne un exemple. Les personnes physiques des 4e rang, les communes de moins nantis, payent 6 000 francs congolais par an, s'il vous plaît. Donc, c'est comme cela que nous nous disons parfois... C'est une question aussi des cultures. De culture fiscale, voilà. C'est la raison pour laquelle nous sommes en train de vulgariser suffisamment pour que les Congolais prennent conscience du fait que l'impôt joue un rôle très important dans tous les pays. Et à plus forte raison, chez nous, nous devons nous y habituer. Alors, quant à l'impôt sur le revenu locatif, je l'ai bien dit, donc les bailleurs, tous ceux qui touchent de revenus de location de leurs bâtiments, sont tenus à payer l'impôt sur le revenu locatif. Mais là, le législateur a rendu redevable et légal, comme nous l'appelons, le locataire. Donc, selon le régime de droit commun... Et les locataires et les bailleurs sont le locataire, concernés. En fait, c'est le bailleur qui supporte l'impôt. Mais dans la modalité de recouvrement, il est fait obligation au locataire de retenir le 20% à la source, de déclarer et payer, n'est-ce pas, à la Direction générale des recettes de Kinshasa, en ce qui concerne la ville de Kinshasa. Donc, le locataire paye les 20%, mais pour compte du bailleur, qui lui, à la fin de l'année, vient déclarer au plus tard, le 1er février qui suit l'année de réalisation de revenus, il déclare ses 22%, il déduit les 20% payés par
les locataires pour son compte et supplée le 2%. Voilà donc. Et il y a maintenant aussi des allègements qui ont été faits à certains opérateurs de certains rangs. Par exemple, pour le petit loyer, le gouverneur a bien voulu faciliter la tâche aux locataires qui payent des quotités très modiques. On parle de 8% du loyer à 12,5%. Le mois, c'est beaucoup. Bon, écoute, sur un loyer, par exemple, de $100, vous payez $8. Mais c'est une contribution qui doit être volontaire et spontanée, emprunt de civisme fiscal. Tout à fait. Est-ce que vous avez une échéance par rapport à l'impôt sur les revenus locatifs pour cette année de l'exercice 2016 ? Si oui, quel est le mécanisme de sanctions mis en place pour ceux qui ne vont pas s'acquitter ? Alors, l'échéance, comme je l'avais dit pour le deux impôts d'ailleurs, c'est le 1er février au plus tard. Donc, pour l'impôt foncier, on déclare tous les bâtiments et terrains dont on est propriétaire au 1er janvier. Alors, pour le revenu locatif, c'est également au 1er février, mais les locataires payent ce qu'on appelle, il fait des retenues sur loyer et il les paye selon la périodicité du loyer. Si le loyer est mensuel, il paye mensuellement. Si c'est trimestriel, il paye par trimestre, ainsi de suite. Voilà, le recouvrement forcé avec la vignette, ça a quand même marché, hein, au point où certains véhicules ne sont pas sortis à cette période-là. Est-ce qu'il y aura un mécanisme contraignant pour les impôts ? Nos objectifs sont loin d'être atteints. Vous savez, ces problèmes toujours de résistance à l'impôt que nous avons dans ce pays. C'est pour cela que dès le 19 de ce mois, nous reprenons avec le recouvrement forcé. Donc, nous demandons à tous ceux qui ne se sont pas encore mis en règle de le faire. Parce que nous sommes encore au mois de janvier. Tous les véhicules en circulation, la quasi-totalité des véhicules en circulation ont existé en 2015. Donc, devraient payer la vignette 2015. Mais la question qui se pose dans la rue, c'est que où va cet argent, monsieur le directeur général adjoint de la DGRK ? Mais vous savez que les provinces, en l'occurrence la ville de Kinshasa, ils ont des charges. Nous sommes en décentralisation. Nous sommes en décentralisation, donc il y a des compétences exclusives du pouvoir central, il y a des compétences exclusives des provinces et il y a des compétences concurrentes qui sont d'ailleurs le moins possible. Alors, donc, avec ces compétences données aux provinces, la ville de Kinshasa doit supporter seule certaines charges. Mais avec quels moyens ? C'est justement l'affectation de ces différents impôts. Donc, ils servent à couvrir les charges publiques de la ville de Kinshasa. Merci, monsieur le directeur général, d'avoir répondu à nos questions dans ce journal. Je rappelle que vous êtes directeur général adjoint de la DGRK, monsieur Adélard Matombe. Merci d'être passé sur notre plateau du journal télévisé. C'est moi qui vous remercie. On poursuit cette édition. 54 véhicules au total viennent d'être remis aux professeurs de l'Université pédagogique nationale et à ceux de l'Institut supérieur national. Des véhicules acquis grâce au partenariat signé entre l'ABIAC et la société Tract Afrique Motors. La cérémonie de remise a eu lieu ce jeudi à Kinshasa. Steve Mbouyi et Blaise Mwangui pour le reportage. Des véhicules pimpant neufs pour de nouveaux propriétaires. Il s'agit là des Nissan Arbody qui viennent d'être remis officiellement aux professeurs de l'Université pédagogique nationale et de l'Institut supérieur de pédagogie. Une grande satisfaction des bénéficiaires et qui voit l'aboutissement de longues démarches pour l'acquisition de ces engins. Ça facilite. Le 4x4, c'est quelque chose d'extrêmement intéressant et important dans ce pays. Je suis content. Ça me permet de me promener dans les rues de la ville qui sont souvent abîmées et aller à l'intérieur sans crainte de tomber en panne. L'acquisition de ces véhicules a été rendue possible grâce au partenariat signé entre la BIAC et la société Tract Afrique Motors. C'est un projet qui date depuis 2 ans, qui arrive à plus ou moins aboutissement aujourd'hui et nous confirmons que ce n'est que le commencement de ce projet. Nous comptons financer également les professeurs sur Kinshasa pour ceux qui veulent évidemment, ainsi qu'à l'intérieur du pays. Vous assistez donc à une journée qui est le point d'orgue d'une négociation qui fut longue en vue de mettre en place des financements
pour accompagner les professeurs et leur permettre d'acheter des véhicules. Car aujourd'hui, on ressent bien dans le pays que les professeurs ont besoin de moyens pour se déplacer. Voilà qui devra permettre un meilleur rendement du corps professionnel. La mobilité de ces derniers constitue également un facteur important dans la productivité de la dispensation des matières. Autre remise, c'est celle des semences aux maraîchères et rizicoles au comité des sites de Kinshasa par le ministre provincial de l'Agriculture. Ces gestes est salutaire dans la lutte contre l'insécurité alimentaire et c'est aussi un signe d'encouragement auprès des paysans qui se disent désormais outillés à travers ces semences. Le gouvernement provincial s'engage à lutter contre la pauvreté et l'insécurité alimentaire. Cet engagement s'illustre à travers l'appui apporté dans l'amélioration de la production agricole auprès des paysans. Une vision et ambition grandiose qui compte s'étendre en 2016 jusqu'à la mécanisation du secteur. Pour cette année 2016, nous avons prévu beaucoup d'actions, beaucoup d'activités, comme je dis, pour appuyer la production, pour appuyer la commercialisation des produits et aussi dans le domaine phytosanitaire. Alors en matière d'appui à la production, vous avez les différentes, les semences, les intrants agricoles que nous allons distribuer. Nous allons aussi distribuer les matériels. Nous sommes en train de travailler sur un grand projet pour les engins, les tracteurs, côté mécanisation agricole. Et pour plus d'encouragement, l'autorité de tutelle a remis des semences maraîchères et rizicoles au comité des sites agricoles de Kinshasa. Je suis très satisfait. Nous avons vu que vraiment notre gouvernement commence à s'intéresser de nous les maraîchers. Et ces signes-là, ça nous satisfait vraiment énormément. Et maintenant, on est sécurisé même. Déterminé à donner le meilleur du secteur, le ministre provincial de l'Agriculture dit foncer dans cette optique. Et au chapitre environnement, la République démocratique du Congo a validé les standards nationaux, sociaux et environnementaux RED+, l'un des prérequis que doit assurer tous les pays RED+. Cet outil validé après 2 jours de travaux se veut déterminant pour la mise en œuvre du processus RED en République démocratique du Congo. La validation des standards nationaux, sociaux et environnementaux RED+, en République démocratique du Congo rassemble un paquet de réponses à la mise en œuvre du processus RED+, en RDC. Sa validation par les experts après 2 jours de travaux en fait un outil qui intègre les réalités de terrain dans un processus qui prend en compte les éléments de la base. Cette disposition détermine même l'avenir du parcours amorcé depuis des années. Il faut maintenant chercher des moyens pour pouvoir assurer la mise en œuvre et surtout aussi assurer ce qu'on appelle le système d'information des standards ou de sauvegarde. Comment est-ce que le public va être informé, n'est-ce pas, de la façon dont ces standards sont mis en œuvre. Au-delà de cette validation, l'engagement des différents experts garantit l'aboutissement des résultats escomptés. Nous allons nous investir dans la vulgarisation de ces documents. Il faut d'abord les traduire en langue, produire un guide opérationnel de vulgarisation pour que ce document soit connu par tous les acteurs sur le terrain. C'est un outil de droit qui va nous aider sur le terrain à réaliser les projets RED+, qui va nous aider sur le terrain, comment est-ce que toutes les activités vont se réaliser. Et ça va suivre tous les critères, les principes, les indicateurs concrets qu'on a définis. Ça, c'est un document qui est comme une ceinture de sécurité pour les autochtones pygmées. Parce que nous avons travaillé sur ça, nous avons testé, moi-même personnellement, c'est là sur le terrain. Et nous avons eu des aspirations des communautés et nous voyons vraiment qu'avec ces documents, ça cadre pour donner un peu de réponses à ce que les communautés attendent de la RED. La mise en œuvre rapide et effective de ce prérequis est l'une des recommandations phares à exécuter sans délai pour le suivi de toute la démarche. Après la mise en place des nouvelles provinces et l'installation des commissaires spéciaux, l'heure est à l'évaluation de l'état d'avancement du processus de la décentralisation par le ministre des tutelles. Première étape de son périple, le Kasaï central où Salomon Banyamouhere a fait le déplacement de cette entité pour s'imprégner du processus de décentralisation.
Le commissaire spécial Alex Kande Mupompa est personnellement au devant de la ligne à l'aéroport national de Kananga pour accueillir le ministre de la décentralisation Salomon Banamourere. Le ministre Banamourere, qui a salué le membre du comité restreint d'accueil, se livre aussi au même exercice devant le cadre de l'administration publique qui ont effectué les déplacements de l'aéroport. Devant la presse, le ministre de la décentralisation indique qu'il vient évaluer les processus de mise en œuvre de la décentralisation et accompagner les commissaires spéciaux dans leurs nouvelles fonctions prises le 19 novembre de l'année écoulée. La mission consiste à accompagner les commissaires spéciaux qui ont été nommés il n'y a pas longtemps, depuis cet temps, et qui ont pris leurs fonctions depuis le 18 novembre l'année passée. Vous savez qu'ils ont reçu une mission noble qui se présente à 4 points: réhabilitation, la restauration du territoire de l'État dans tous ses aspects, et également la mise en route de l'administration provinciale. Il y a la réhabilitation des infrastructures de base et enfin la poursuite, la mise en œuvre de la décentralisation. Les programmes du ministre prévoient des rencontres avec les acteurs de la société civile, les opérateurs économiques, les autorités traditionnelles et les partis politiques. Jean-Louis Kaninda sera aussi de la partie dans ce journal. Avec lui, on va parler du championnat d'Afrique de Nations Rwanda 2016. Jean-Louis Kaninda, vous êtes journaliste sportif, B1. Dans quelques heures ou dans quelques jours sera lancée officiellement la compétition du championnat d'Afrique des Nations Rwanda 2016. Quelle est, par rapport à la RDC, évidemment l'équipe des Léopards, qu'est-ce qu'on peut dire, qu'est-ce qu'on peut attendre de cette équipe? On peut attendre beaucoup de choses, tout simplement parce que la RDC est l'une des équipes les mieux cotées dans cette compétition. Tout simplement parce qu'en 2009, ils étaient champions. En 2011, ils ont terminé en quart de finale face à la Tunisie, et la Tunisie qui est sortie championne cette année-là. Et en 2013, il faut dire qu'en 2014, ils ont été éliminés par le Ghana qui était finaliste contre la Libye, qui était aussi championne. Donc vous voyez que ça passe de très près. Quand on n'est pas éliminé par le champion, on est éliminé par le vice-champion, ce qui justifie la notoriété des Léopards. En dépit de quelques faux pas en phase préparatoire, c'est ça? Oui, c'est toujours arrivé. Vous voyez, bon, il y a toujours des petits couacs, mais il y a aussi plusieurs facteurs qui interviennent. Comme on dit pour les élèves ou les étudiants, on n'est jamais prêt à la veille d'une session. Même si on reporte une session, on n'est jamais prêt. C'est comme ça aussi dans le football. On ne sait pas quand est-ce que l'équipe est vraiment prête. Mais le problème, il faut se soumettre au calendrier. Mais ce que je sais, c'est que dimanche, les Léopards vont démarrer la compétition. Alors, B1 est au cœur de l'événement, n'est-ce pas? Oui. Oui, donc B1 ne rate pas ce rendez-vous tout simplement parce que le CHAN, après la CAN, c'est la compétition la plus suivie en Afrique. En diaspora aussi, pour ceux qui ont le câble. Donc, c'est vraiment un rendez-vous à ne pas manquer. C'est aussi un moyen de fidéliser notre public. Vous allez retransmettre en direct tous les matchs? Tous les matchs. À partir du samedi 15h, vous aurez la cérémonie d'ouverture, 1 heure avant le début du match. Côte d'Ivoire, Rwanda, parce que c'est ça l'affiche de l'ouverture. Et puis, donc, B1 ne déroge pas à la règle. Pour vous garder fidèle, on préfère vous proposer ce grand moment du foot africain qui réunit tout le monde. Le rendez-vous est donc pris, Jean-Louis Kaninda, par rapport à cette compétition qui démarre déjà ce samedi. On dit bonne chance aux Léopards de la République démocratique du Congo qui sont évidemment déjà à Boutaré, n'est-ce pas? Oui, déjà à Boutaré, c'est le camp de base où ils vont s'installer. Donc le groupe B est basé à Boutaré. On aura la RDC, le Cameroun, l'Angola et l'Éthiopie. Donc c'est ça les équipes qui vont concourir avec les RDC pour probablement trouver une place en quart de finale. Merci Jean-Louis pour cette mise au point. Merci Fezamika. Et on va se dire au revoir par cette note sur la mode. La 3e édition du Trophée Liputa vient de rendre public le nom de la nouvelle lauréate. Il s'agit de la présidente de l'Union panafricaine de la jeunesse, Francine Muyumba, remplace Thérèse Olinga et sera désormais l'image de la mode congolaise. Francine Muyumba, lauréate de la 3e édition du Trophée Liputa.
Un trophée décerné par les collectifs des modélistes et stylistes du Congo. La présidente de l'Union panafricaine de la jeunesse remplace donc Thérèse Olenga Kalonda, lauréate de la 2e édition. Ça me pousse premièrement à saluer, à féliciter l'action du comité des modélistes stylistes du Congo pour le travail qu'ils font, pour la contribution qu'ils apportent à l'émergence de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, c'est la vision extraordinaire qu'ils ont eu à choisir la lauréate, qui est une jeune personne dynamique. On va dire que c'est un choix objectif. Au-delà d'une manifestation culturelle, les trophées Liputa est une vitrine pour les créateurs de la mode congolaise. Satisfaction de la nouvelle lauréate. Je suis reconnaissante que la mode congolaise réserve à mon humble personne une connaissance sur ce que je porte, comment je m'habille. Et pour moi, c'est pour aussi valoriser la mode congolaise et aussi voir ce que nous pouvons faire avec les jeunes qui sont dans ce secteur. Pour moi, ce qui est plus important, ce sont les jeunes dames qui sont dans ce secteur, ce sont les jeunes dames qui essaient de nous habiller chaque jour et comment est-ce que nous pouvons travailler ensemble pour voir comment les aider. Par ailleurs, plusieurs autres femmes ont également obtenu des brevets de fidélité et de confiance du collectif des modélistes et des stylistes du Congo. C'était un réel plaisir pour nous de vous informer. Merci de votre amitié à nos éditions d'actualité et à demain.